Aujourd'hui, épisode 2 de Sortir du chaos avec Marc Alévi. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Avec Marc, nous avons analysé dans un premier temps le chaos qui envahit nos sociétés actuelles et nous avons commencé à explorer les pistes qui mènent à de nouveaux paradigmes et leurs conséquences sur le management et la direction d'entreprise. Tu pourras trouver ça dans le premier épisode. Dans cet épisode, nous continuons notre exploration. Juste un petit mot, j'ai créé une série de mails sur le management antifragile qui est le guide pour adapter ton management à cette nouvelle donne. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif du podcast pour t'inscrire. Je t'en reparle en fin de podcast. Pour l'instant, on continue notre conversation avec Marc. Bon, donc on a parlé des ressources, on a parlé de la vision du monde, on a parlé des patrimoines venant du passé, on a parlé du projet, de l'intention pour le futur. Et il reste 2 points. C'est d'une part la nécessité de mettre en place des organisations, de mettre en place des règles du jeu qui collent avec la réalité du monde qui est en train de changer. Et que donc le management purement quantitatif qui est encore de mise dans beaucoup d'entreprises ne peut pas fonctionner dans un monde où c'est le qualitatif qui prime sur le quantitatif. Donc on est là devant des logiques organisationnelles qu'il faut se transformer radicalement. Et comme il y a saut de complexité, nécessairement, regardons comment nous nous organisons. Quand on est dans un monde mécanique et pas complexe, regarde ce que font les animaux, regarde les poules dans mon poulailler là que je vois au-dessus de mon ordinateur. Quand je regarde là, je vois la prairie avec des vaches. Les vaches comme les poules fonctionnent de manière parfaitement hiérarchique et pyramidale. C'est la maîtresse vache qui va manger d'abord, et puis la couche suivante, et puis la couche suivante. Et la petite génisse qui essaie de court-circuiter parce qu'elle a très faim, elle va ramasser des coups de corne et des coups de sabot. Donc, on est bien dans une structure pyramidale hiérarchique. Et les poules, c'est la même chose. Et regarde, la plupart des entreprises, jusqu'il y a peu, elles fonctionnaient comme ça aussi. Donc, on est dans un système qui est, moi je suis un matheux, on appelle ça l'arborescence linéaire. On appelle ça la pyramide hiérarchique, ça va très bien aussi. Mais pourquoi ce système-là a fonctionné? Il a fonctionné, pourquoi? Parce que c'est le plus économique. Moins il y a de relations. Oui. Donc, mathématiquement, ça veut dire que l'arborescence linéaire répond à la question suivante. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble, et c'est là où les mots importants vont sortir, avec le nombre minimum de relations entre eux. Et donc, c'est le système qui est économiquement le plus avantageux. Pourquoi? Parce que moins il y a de relations à entretenir, moins ça consomme de temps, moins ça consomme d'énergie, donc, in fine, moins ça consomme d'argent. Le problème est que ce système pyramidal hiérarchique est aussi le plus pauvre en interaction, par définition. Donc, ça veut dire que dans un monde qui est en train de vivre un saut de complexité et qui sollicite de plus en plus fort tout le monde, et tout le monde doit interagir avec tout le monde pour pouvoir réagir vite et bien aux sollicitations du monde extérieur, forcément, ce type de structure pauvre en relation ne peut plus fonctionner. Alors, c'est quoi la solution? On va voir les matheux et leur dire, on fait quoi demain? Ils répondent, c'est simple, tu changes un mot. C'est comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre maximum de relations entre eux. On vient de définir ce que c'est qu'un réseau. Donc, autrement dit, on est en train de basculer d'un modèle organisationnel pyramidal vers un modèle organisationnel réticulé, donc en réseau. Mais ça change tout. Je veux dire par là qu'en termes managériels, manager une pyramide, c'est pas du tout la même problématique que de stimuler de l'intérieur un fonctionnement en réseau. C'est pas du tout le même management, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes relations, etc., etc. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, autrement dit, là, je suis en train de voir le 5e pilier, c'est le modèle organisationnel. Et puis, le 6e pilier, celui-là, il est passionnant parce que c'est la capacité d'adaptation, c'est la résilience. Et autrement dit, si on change de mot, c'est la capacité d'innovation. Est-ce qu'on est ou pas capable d'engendrer les outils dont on a besoin dans un autre monde, dans une autre configuration, dans un autre contexte? Et là, on a quelque chose qui est en train de nous arriver
à une vitesse incroyable parce que ça a démarré dans le fond dans les années 70 pour les entreprises. C'est toute l'informatique d'abord et le numérique après. On est en train de devoir réinventer la vie à travers un nouveau langage, à travers de nouvelles technologies, à travers de nouveaux outils. Et celui qui ne le fait pas, il est mort. C'est très clair. Donc, autrement dit, la capacité d'innovation des entreprises aujourd'hui, elle est terriblement sollicitée par l'évolution du monde en général, mais aussi par ce nouvel outil numérique qui est en train de devenir tout à fait prépondérant, voire hégémonique. Hein. Donc, on est bien là devant un test, un crash test sur la capacité d'innovation. Donc voilà, ça sont les 6 piliers périphériques, et puis il y en a un au centre. C'est quand tu regardes chacun des 6 piliers, tu te rends compte que il y a des tensions entre eux. Tu peux pas en même temps faire de l'innovation absolue et de l'autre côté préserver tes patrimoines du passé. Donc il y a des contradictions qui se mettent en place, des tensions qui se mettent en place. Et que donc il faut quelque part un lieu d'optimisation pour pouvoir dissiper, tu vois, c'est encore le mot de Prigogine, hein, pour pouvoir dissiper ces tensions. Et bien ça, c'est le management. Et le management, il est bien au centre de tout ça, et il doit être attentif aux 6 moteurs qui tournent en même temps, mais qui tirent pas dans le même sens. Donc, comment je fais moi manager pour que les choses se passent de manière optimale, de manière parfaite, ça n'existe pas. D'accord. Ça n'a jamais existé, la perfection. Mais l'optimalité, oui, ça it makes sense. Et une fois qu'on a défini ses propres critères d'optimalité, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a bien clairement ça en tête et qu'on construit sa culture d'entreprise sur les critères d'optimalité, à ce moment-là, on peut faire converger les moteurs. Et alors là, tu es parti sur une belle trajectoire. Mais il faut d'abord prendre conscience des évolutions sur les 6 piliers et mettre en place les critères d'optimalité qui permettent finalement d'en tirer le meilleur parti. Exactement. Et sachant qu'on ne peut pas passer brutalement d'un modèle à un autre. Par exemple, tu vois, moi un de mes grands trucs quand je fais des formations, c'est de dire aujourd'hui, vous êtes dans un système pyramidal. La solution, ce n'est pas d'exploser le système immédiatement, de dire qu'il n'y a plus de chef, plus de manager et de dire c'est fini, l'ancien monde est déjà mort, on est dans le nouveau. Par contre, moi, ce que je propose en général, ça fonctionne très bien dans un système pyramidal. C'est déjà de dire, est-ce que le système pyramidal n'est pas trop contraignant en lui-même? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne régule pas toutes les interactions? Par exemple, quand tu regardes la vie d'un manager dans une grande structure aujourd'hui, il est complètement mangé par lire ses mails, répondre, parce que s'il ne répond pas, il s'engueuler, faire des reporting, etc. Et en fait, son temps est saturé par la vie de la pyramide. Et le premier truc que je dis, c'est désaturer son temps. C'est-à-dire dire, désormais, il n'y a plus de reporting, on va plutôt se faire confiance et on va juger sur les résultats. Puis, bon, c'est déjà des petites révolutions, mais on va tendre vers ça. On va dire, on va arrêter aussi de faire des réunions où tout le monde est présent, etc. Mais on va garder quand même l'interaction minimale que vous devez avoir avec vos collaborateurs. Et moi, je dis, c'est 1 demi-heure en tête-à-tête par semaine, parce que si cette interaction minimale n'existe pas, alors il n'y a pas d'interaction, etc., etc., etc. Et je dirais que c'est là où je dis qu'on est dans une période vachement intéressante. C'est qu'en fait, on peut, en fait, il suffit pour pas exploser, en fait, finalement, de mettre en place toutes ces petites choses qui vont nous permettre de déjà être dans le monde d'après, mais sans remettre en question trop vite le monde d'avant. Et c'est vraiment le truc, c'est là où c'est compliqué quand tu es manager, c'est justement de gérer ça. Tu peux, moi, à mon avis, tout faire exploser, c'est risqué, mais tout garder, c'est encore plus risqué. Est-ce que... Ouais, excuse-moi. Non, je voulais juste dire que things take time, comme on dit en anglais, et donc toutes les révolutions brutales ont abouti à des échecs. Regarde l'histoire des hommes, c'est clair. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire bien. Et moi, je me souviens, j'ai eu un de mes patrons de travail avant Prigogine qui m'avait demandé de faire quelque chose et je lui dis oh, je suis désolé patron, j'ai pas eu le temps. Il a eu cette réponse qui m'a marqué. Il m'a dit Marc, le temps tu l'as,
mais tu ne l'as pas pris. C'est sûr. Et moi, je pense qu'il y a là une énorme leçon à tirer. Et tu as raison que là, nous sommes dans un modèle qui est terriblement chronophage et qui ne sert à pas grand-chose dans certains cas. Et donc, il faut, comme tu l'as très bien dit, libérer du temps pour construire l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui passe par quelques mots-clés que j'ai en tête, mais je te laisse la manœuvre tranquille. En fait, je pense que la pénurie aujourd'hui que vit un cadre dans une entreprise, c'est le manque de temps, justement. Parce qu'en fait, le système a tout saturé en voulant réguler. Et en fait, ce n'est pas en régulant encore plus qu'on va éviter le chaos, au contraire. Moi, je pense qu'on rend nos systèmes de plus en plus fragiles, tellement ils sont rigides, tellement tout est figé, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ça va exploser. Donc, je pense que c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que finalement, il faut faire le minimum pour que ça fonctionne quand même, cette pyramide, parce que elle n'est pas là pour rien, elle est assez solide, elle est en place, etc. Mais par contre, ce n'est pas là que ça se joue. Ça se joue sur les interstices qu'on va créer, justement, et on va pouvoir faire de l'interaction, et on va pouvoir libérer nos systèmes complexes que sont les humains et qui vont pouvoir s'adapter à ce qui leur arrive tous les jours, etc., où on va pouvoir travailler avec des cellules humaine, c'est-à-dire avec une petite taille, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu as 8 personnes, tu arrives effectivement à avoir des bonnes interactions. Quand on a 30, c'est quasiment impossible, etc., etc. Mais alors, tu me laisses à la manœuvre, donc on y va. Le monde de demain. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on pressent, et je dirais vraiment sur l'aspect peut-être entreprise, c'est quoi le futur modèle organisationnel? Tu l'as dit, c'est plus la pyramide, c'est le réseau. Mais qu'est-ce que ça veut dire globalement sur le monde de demain? Je pense que ce qui est vrai pour l'entreprise au niveau microéconomique est vrai pour le niveau macroéconomique et est encore plus vrai au niveau sociétal global. C'est la même logique avec des déclinaisons différentes selon le niveau de détail où on se met, mais qui fondamentalement, c'est cohérent. On est dans un monde qui, par définition, vise la cohérence. Donc, cette cohérence, aujourd'hui, elle n'est plus là. La preuve, c'est qu'on est dans le chaos, mais elle va se remettre tranquillement en place dans les 50 ans qui viennent. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à te dire sur le monde? Tu veux que je le prenne plutôt sur le côté entreprise ou sur le côté global? Je pense qu'on peut prendre côté global pour quand même voir dans quel contexte on va évoluer. Je veux dire, un chef d'entreprise, il ne peut pas se dire je vais créer mon entreprise de cette manière-là en faisant abstraction de ce que va devenir le monde. Donc, je pense que oui, c'est intéressant que tu le fasses à un niveau global rapidement. Puis après, on ira vraiment dans qu'est-ce que ça veut dire sur une entreprise et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour un manager. Bon, je l'ai un petit peu évoqué, hein. Enfin, je t'ai donné, moi, comment je vis les choses, mais vraiment, ton regard là-dessus m'intéresse aussi. Donc, global, entreprise, quotidien du manager. Bon, alors, global, on parle d'un système qui s'appelle l'humanité, un processus qui s'appelle l'humanité, ce processus, il n'est pas, il pend pas à rien, hein, il est dans un milieu. C'est le milieu d'un système solaire. Et dans le système solaire, il y a une petite planète qui s'appelle la Terre. Et la Terre est une petite planète avec des caractéristiques bien spécifiques à elle, notamment qu'elle possède une biosphère. Et cette biosphère est indispensable à la survie de l'humanité. Donc jusque-là, je pense que je viens de défoncer quelques jolies portes ouvertes. Le fait est que ce qui est en train de changer, on l'a esquissé tout à l'heure, au niveau global, c'est que globalement, et là je vais peut-être en choquer certains, nous ne sommes plus du tout dans une logique d'abondance, nous sommes aujourd'hui dans une logique de pénurie, de pénurisation. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire qu'il faut d'une part qu'il y ait beaucoup moins de consommateurs et que d'autre part, chaque consommateur consomme moins et autrement. Alors, beaucoup trop de consommateurs, ça veut dire quoi? Disons les choses clairement, et tant pis si certains vont penser que je suis malthusien, parce qu'il paraît que c'est une insulte aujourd'hui d'être malthusien. Nous serons 10 milliards en 2050. Disons les choses brutalement, c'est 8 milliards de trop. En fait, le taux de régénération naturelle des ressources de notre petite planète Terre ne peut en fait subvenir aux besoins
normaux, corrects, que de 2 milliards d'êtres humains, quand il n'y a plus de réserve. Mais il y aura plus de réserve quelque part entre 2150 et 2200. Donc, autrement dit, dès aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une pénurisation des ressources. Donc, il faut nécessairement faire tout ce qu'il faut au niveau international pour diminuer le plus rapidement possible la démographie humaine de manière numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arriver à un taux de natalité, à un taux de fécondité net pour l'ensemble de l'humanité qui doit être à peu près égal à 1,31. Voilà, ça veut dire 1,31 enfants vivants par femme en moyenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le champion du monde, c'est en Afrique noire, de manière générale, et surtout au Niger, on est à 7,9 enfants vivants par femme. Hein, donc, on est loin du compte. Donc, il y a là quelque chose à faire. Il y a là une sensibilisation des femmes qui doit être prise en main internationalement, et il faut faire comprendre pourquoi il faut cesser de faire beaucoup d'enfants et qu'il faudra vivre autrement. Donc, première chose, moins de consommateurs, et moins de consommation, ça veut dire entrer dans une logique de frugalité. Ça veut dire de ne plus consommer par caprice, mais de consommer par utilité. Donc, c'est une autre logique de vie et qui n'est pas du tout triste. Hein. Moi, je refuse l'idée d'une frugalité comme étant une espèce de souffrance de tous les jours, de se priver de tout. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement d'arrêter de croire que le bonheur passe par la consommation. C'est juste pas vrai. Le bonheur ou la joie de vivre, elle passe d'abord parce que tu vis dans la relation au monde, la relation à toi-même, la relation aux autres, à ceux que tu aimes. L'interaction dans l'interaction et dans l'accomplissement de soi. Moi, j'ai 70 ans passés. En moi, j'ai plein de trucs que j'ai encore envie de faire. Je pense que j'ai encore des ressources que j'ai envie d'exploiter et que moi, je suis le plus heureux comme aujourd'hui où on parle du travail que j'ai fait. Et voilà, c'est ça ma joie de vivre. C'est pas de changer de cravate 3 fois par jour parce qu'il faut absolument que j'ai 1000 cravates dans mon armoire. Enfin, d'abord, ça fait, je crois, 27 ans que j'ai plus mis de cravate. Donc, on a un point commun alors. Peut-être pas 27 ans, mais. Donc voilà. Donc c'est un switch de l'idée de consommation vers l'idée plus d'accomplissement et de contribution en fait. Clairement. Alors donc ça c'est le côté des ressources, le côté de la vision. Pardon, juste je dis ça au passage. Ce qu'on retrouve de plus en plus dans les entreprises. Il y a une étude de Gallup qui est sortie récemment. Et où les gens, pour la première fois sur l'ensemble de l'étude, ce n'est plus le salaire et le fait de travailler le moins possible par rapport au salaire qui est le moteur pour dire ce que c'est qu'un bon job. Désormais, c'est est-ce que je vais pouvoir m'accomplir dans cette entreprise? Est-ce que je vais me sentir utile? Est-ce que je vais avoir des interactions fructueuses, etc. Donc, c'est quelque chose qui fait son chemin. On est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. Donc là, on est en train, par exemple, de virer notre cutir. Le mot culte, le mot magique, le mot religieux de l'économie ces 100 dernières années, c'était la croissance du PIB. Ça veut juste plus rien dire. Je veux dire par là que moi, c'est pas le chiffre d'affaires de mon entreprise qui m'intéresse, c'est la marge de mon entreprise qui m'intéresse. Hein. Et donc, si je veux avoir les moyens de construire l'avenir que j'ai envie de construire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du projet que j'ai pour mon entreprise, si j'en veux les moyens, je sais que les endettements vont devenir de plus en plus difficiles pour les raisons qu'on connaît, etc. Donc, je vais devoir augmenter mes marges. Or, au contraire, aujourd'hui, on est dans un modèle économique qui favorise l'économie de masse et de prix bas. Donc, autrement dit, rabotage systématique des marges et rattrapage sur la quantité. Mais ça a une limite, elle est dépassée, elle a été dépassée au début des années 80. Donc aujourd'hui, on est plus sur la notion de dire si je suis maître de la valeur de ce que je produis et que cette valeur est excellente, le prix joue beaucoup moins, je peux restaurer mes marges. Et ça, c'est un deuxième point
essentiels, je crois, que je voudrais mettre en avant. Donc, frugalité, c'était le premier. Le deuxième, c'est la notion de virtuosité. Je trouve que c'est un très joli mot. La virtuosité, c'est quoi? C'est quoi un virtuose? Un virtuose, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses que la plupart des autres sont incapables de faire. Parce qu'il a développé un savoir-faire, un talent, une connaissance de tellement haut niveau que waouh! Mais une fois que tu es virtuose, imagine que je sois le seul au monde à pouvoir faire quelque chose dont tout le monde a besoin. Tu crois que je vais chipoter longtemps sur les prix? C'est moi qui fixe le prix, c'est plus le marché. Je dirais même quelque chose dont certaines personnes ont besoin. On ne vise plus forcément, d'ailleurs, de vendre à tout le monde. Oui, bien sûr. Et donc, on est bien là dans une toute autre vision de l'entreprise, pas seulement de l'entreprise, de l'économie. C'est pas le privé qui est important. C'est la marge de manœuvre des États pour pouvoir assurer un bien-être maximum et une infrastructure de qualité pour que toutes les entreprises et tous les ménages puissent s'épanouir et s'accomplir. Donc, on est bien dans un basculement total qui passe par la virtuosité. Si tu n'es pas virtuose, tu ne peux pas devenir maître de tes marges. Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur la virtuosité. Ça veut dire qu'en tant que manager ou chef d'entreprise, on ne peut plus dire à quelqu'un, comme on l'a souvent dit, personne n'est irremplaçable. Ça, c'est vraiment la phrase de l'ancien modèle. Personne n'est irremplaçable. C'est-à-dire que ouais, tu peux quitter l'entreprise, on s'en fout, on en trouvera un qui fera la même chose que toi. Aujourd'hui, c'est la phrase à ne pas prononcer. C'est l'inverse qu'il faut dire. Tu es irremplaçable. Je pense que c'est un des trucs, et il faut vraiment le penser. C'est-à-dire que oui, vos salariés sont irremplaçables. Chacun est différent. Ils ont chacun sa virtuosité qui rentre dans un projet que vous allez leur proposer. D'autant que les technologies numériques qui sont en train de faire exploser la notion d'innovation va faire que les gens remplaçables vont être remplacés par des robots. Ouais. Donc le problème, il n'est plus là. La robotisation et l'algorithmisation font que ce qui est banal, ce qui est complètement procédural, va être pris en charge par des machines numériques et que les êtres humains vont être enfin libérés de ce genre de tâches pour utiliser ce qu'ils ont de mieux en eux-mêmes. Et ce qu'ils ont de mieux en eux-mêmes, parce que ça, je me méfie aussi. On dit, oui, mais donc, ça veut dire l'intelligence cognitive, ça veut dire être à haut niveau, les hauts diplômes. Non, oui, aussi, mais pas seulement. Hein, moi j'ai travaillé pendant 25 ans avec les Compagnons du Devoir. Je peux te dire que ces mecs-là, ils ont une intelligence des mains qui est irremplaçable, qui est exceptionnelle. Enfin, est-ce que tu sais, Cédric, on a fait une étude il y a une quinzaine d'années de ça, mais elle m'avait frappé, que dans une entreprise normale, hein, alors, qu'est-ce que c'est une entreprise normale? Ça, c'est un autre débat. C'est ce que j'allais dire. Dans une entreprise normale, un manager n'a conscience que de 40% des savoir-faire de ses équipes. Donc, il est assis sur un trésor dont il ignore 60%. Donc là-dedans, il y a certainement des virtuosités cachées. Il y a certainement des chemins possibles de construction, d'innovation. Donc, il faut aller y voir. Et moi, j'avais mis au point une petite méthodologie toute simple. C'est d'aller voir les gars. Moi, j'ai beaucoup travaillé comme manager de crise dans l'industrie. Hein, j'allais voir les gars à leur établi. Je leur posais toujours la même question. Je dis, raconte-moi un peu. Qu'est-ce que tu es capable de faire qui est difficile à faire ou qui est difficile à transmettre? Et là, tu ouvres des yeux, mais alors énormes. Parce que tu vas dire, ce qui est difficile, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Ah, et pourquoi c'est difficile? Il t'explique. Et puis tu rentres sous ta tente et tu te dis, putain, mais attends, il n'y a personne qui m'a jamais parlé de ces savoir-faire-là. Et ils existent, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on attend, bon Dieu, pour les développer, pour les mettre en avant, pour dire, regarde, comme tu l'as dit, mais t'es irremplaçable, t'es seul à pouvoir faire ça. Vas-y, montre-nous comment on fait. Transmets à ton petit gars. On va et ça, c'est un vrai cercle vertueux parce que la personne s'épanouit, l'entreprise bénéficie de sa virtuosité, il est dans un projet et du coup, on n'est plus du tout dans une démarche où on essaye soit d'avoir les talents en les payant le plus possible et en réalité, du coup,
en ayant de mauvaises marges ou en ayant des gens que standard et en proposant un produit avec une marge très basse aussi. Donc, on doit faire de la quantité. Donc, on sera dans l'économie poussée, etc., etc. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'un des outils aussi qu'on propose chez Optimager, c'est le 1 à 1. C'est cette discussion, en fait, où tu écoutes ton collaborateur. C'est pas toi qui lui dis, c'est lui qui parle. Et ça se met en place. Et c'est un peu long à mettre en place, mais une fois que c'est en place, c'est extrêmement riche. Et le but d'un 1 à 1, c'est pas du tout de contrôler ce que fait la personne. C'est de l'écouter pour savoir, justement, pour découvrir ce qu'elle va pouvoir faire de mieux, comment elle va pouvoir contribuer, et de l'aider quand elle éprouve des difficultés, etc., etc. C'est clair. Mais ça peut se faire que en contact humain, d'humain à humain. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? C'est ça. Bon, voilà. Comme le temps nous est compté, je vais... Frugalité, virtuosité. Frugalité, virtuosité. Comment on va travailler en réseau et que ce sera la règle. Donc, un réseau, c'est quoi? C'est un ensemble de petites entités autonomes qui sont fédérées par un projet fort commun et qui sont en interaction permanente les unes avec les autres. Hein, voilà, en gros, pour faire simple. J'appelle ça des cellules, moi. Je dis, c'est comme une cellule, en fait. Quand un système devient trop compliqué parce qu'il a trop de composantes, est-ce qu'on ne peut pas recréer des cellules qui vont pouvoir interagir, etc. C'est même indispensable. Moi, le mot sur lequel j'aimerais insister, parce qu'il est très lourd, c'est des entités ou des cellules autonomes. Autonome. Et la notion d'autonomie est, à mon avis, une des notions clés du monde de demain. C'est juste le contraire des assistanats actuels. Hein, il fait trop chaud cet été, que fait Macron? Enfin, je veux dire, on est tellement dépendant de l'État et de ses assistances qu'on se rend même plus compte qu'on est responsable de nos vies. Enfin bon, cela étant dit, le mot autonomie me paraît important parce que ce n'est pas la notion d'indépendance. Et ça n'est pas la notion de liberté totale. La liberté totale n'existe pas. Je vais sortir de ce bureau tout à l'heure, je dis à partir de maintenant, la force de la gravitation ne me concerne plus, je vais voler tout seul. Ben, ça ne marchera pas. Je ne suis pas libre de voler tout seul. Et c'est vrai pour tout ce qui concerne notre vie. Nous avons des champs de contraintes qui sont là et qui sont des richesses aussi. En revanche, l'autonomie, ça c'est important. L'autonomie, c'est autos nomos en grec, c'est avoir sa propre règle, sa propre loi. Et donc, non pas sur le pourquoi dans l'entreprise, mais sur le comment. On est tous d'accord sur un projet d'entreprise, ça on en parlera là tout à l'heure, c'est la finalité. Hein. Eh bien, moi, je suis autonome par rapport à ce projet. Et que donc, autonome, ça veut dire que je résous mes problèmes et que je suis responsable de mes résultats et de mes échecs. Je suis ma petite entreprise. Voilà. Mais c'était le mot pour moi qui est clé. Et là encore, je vais peut-être choquer, mais je crois que nous allons, dans les décennies qui viennent, voir disparaître la notion de salariat. Qui était clairement, elle devient de plus en plus floue. Hein. Alors, ça dépend moi, tu vois, j'ai plusieurs entreprises. Eh bien, j'ai une de mes entreprises où finalement, je travaille avec 5 ou 6 personnes, mais j'ai une salariée. Oui, c'est ça. Mais pourtant, on a un vrai lien. On a vraiment quelque chose qui nous réunit, c'est le projet. Et quelque chose, c'est le projet. Mais oui, voilà. Et donc, l'autonomie, c'est pas l'indépendance, c'est pas les baronnies, c'est pas faire ce que je veux dans mon coin comme je veux. Ça s'appelle pas de la liberté, ça s'appelle des caprices. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire, je suis autonome, c'est-à-dire, je suis responsable de ce que je fais comme contributeur à un projet collectif et les autres comptent sur moi pour que ça se fasse. Et j'ai confiance en eux, eux ont confiance en moi. Et on a la complicité et la connivence entre nous pour ensemble contribuer de la meilleure manière possible, en consommant le moins de temps et le moins d'énergie possible, donc en étant le plus autonome possible. Ben, tu vois, c'est un cercle vertueux autour de ce mot d'autonomie. Mais moi, j'insiste toujours terriblement fort sur ceci. Il n'existe pas d'autonomie s'il n'y a pas d'interdépendance. Je suis autonome dans mon travail de recherche aujourd'hui dans mon petit village,
parce que j'accepte d'être interdépendant avec le boucher du village, avec le boulanger du village qui fait le meilleur pain du monde, et etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas d'autonomie sans interdépendance. Et je réinsiste là-dessus, l'autonomie, c'est pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Ça s'appelle du caprice. C'est destructeur. Ah bon. Donc, autonomie. Et en plus, je rebondis à chaque fois sur un thème de management qui est celui de la diva. Tu vois, en management, une diva, c'est quelqu'un qui est extrêmement virtuose, mais qui n'est pas capable de contribuer de manière saine et interdépendante. C'est-à-dire qu'en fait, sa virtuosité est au service d'elle-même au détriment des autres. Et je pense que c'est là, tout à l'heure, quand on a évoqué la virtuosité, je me suis dit, attention aux divas, il ne faut pas confondre. Quelqu'un qui est virtuose, ça doit être aussi quelqu'un qui est interdépendant et qui fait avancer la cause des autres aussi. Bien sûr. Et c'est là où il faut que ce soit équilibré. Donc, frugalité, virtuosité, réseau. Donc, réseau, ça veut dire à la fois autonomie et à la fois interdépendance. Oui, et inventivité. Donc ça, c'est lié à l'innovation, c'est lié à la capacité de résilience par rapport au monde extérieur, à ses évolutions, au fait de bien comprendre qu'on rentre dans un monde qui va être archi-numérisé. Et donc, il faut que le numérique reste l'esclave de l'humain et pas l'inverse. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est sûr. Parce que quand tu vois les histoires des métavers, faut savoir que Facebook est quand même pas loin de la faillite et qu'ils essaient de s'en sortir en inventant les métavers, qui est une espèce de transformation de la vie réelle en une vie ludique et virtuelle. Et donc, on est là en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faut pour assumer la réalité du monde, quoi. Ouais. Et donc, on fuit le monde qu'on ne comprend plus, en fait. Complètement. Hein. Mais la fuite n'est pas une solution. Hein. Non. Elle n'a jamais été une solution et ne le sera encore beaucoup moins dans un monde complexe. Donc, autrement dit, je crois qu'il faut vraiment, par rapport au numérique, en garder la maîtrise. Et moi, j'ai une petite idée à te proposer là-dessus. C'est comme on a tout à l'heure institué le principe de frugalité, soyons numériquement frugaux aussi. Je ne prends comme outil numérique que ce qui est utile à mon projet. C'est ce que j'allais dire, c'est la notion d'utilité. Finalement, ces métaverses, en tout cas tels qu'ils sont proposés par Facebook, quelle est l'utilité pour la société? Moi, je n'en vois pas. Voilà. C'est un outil, donc un outil doit avoir une utilité, sinon, par essence… Mais soyons clairs, là encore, je vais choquer certains de nos auditeurs, j'imagine, mais pour moi, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux et tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, c'est marrant, ça fait passer du temps. Ça fait perdre du temps. Et ça fait perdre du temps, surtout. Voilà. Non, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il y a des choses absolument fantastiques qui sont proposées dans l'univers numérique. Mais absolument. Tu peux me les foutre à la poubelle, les autres. Hein. Ça, c'est pas utile, quoi. Ça sert à rien. Bon, donc, la notion d'utilité est une des notions qui, pour moi, est vraiment importante. Et puis, alors, on a déjà tourné autour 27 fois, mais je crois que c'est important de redire. C'est la notion il y a 20 mots pour ça. Il y a la notion d'intention, la notion de vocation, la notion de mission, la notion de projet, la notion de finalité. C'est une question qui aujourd'hui est encore difficile quand on parle d'entreprise, hein, mais elle est encore plus difficile quand on parle quel est le projet de l'État français. Qu'est-ce qu'il a à proposer comme projet d'avenir aux 53% de jeunes qui ne veulent plus voter? Pourquoi ils ne votent plus? Parce que ça ne sert à rien. C'est juste pour conforter un système qui, de toute façon, tourne en vase clos comme un poisson rouge dans un bocal rond. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il y a un désintérêt total parce qu'il n'y a plus de projet. Moi, je suis de cette génération où il y avait un projet politique extraordinaire. C'est la création de ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. C'était la grande aventure. On allait enfin faire péter les États-nations et leurs frontières et on va enfin avoir un horizon continental vaste où on va pouvoir créer plein d'interactions. Ça reste le grand projet
aujourd'hui, mais qui est complètement, comment dirais-je, phagocyté, voire torpillé par les États-nations qui se voient se diluer progressivement. Or, en plus de ça, tu as les réactions populistes ou socialo-gauchistes qui, pour des raisons différentes, d'ailleurs, rejettent cette seule et unique chemin de construction d'une Europe solide. Parce que la mondialisation, c'est fini. Hein. Le monde n'est plus mondialisé. C'était en fait le rêve américain d'américaniser le monde entier. Ben, on voit que ça n'a pas marché. Donc très clairement, le monde est en train de devenir, et tu vois, ce sont les mêmes mots qui reviennent, le monde est en train de devenir un réseau de continents, et chaque continent est en train de devenir un réseau de régions. Oui, c'est-à-dire que l'attachement à la région existe encore, mais à l'intérieur d'un ensemble. Un continent, c'est un bassin culturel cohérent. Ouais. Hein, c'est quoi l'Europe? Ben, c'est le bassin culturel judéo, helléno, christiano-libéral. C'est le patrimoine du passé qui est alors, pas seulement oui, c'est son identité forte et longue. Hein? Et en face, quel est l'autre facteur de cohérence? Ben, c'est la région, et c'est très difficile à définir ce que c'est qu'une bonne région, mais cela étant dit, c'est là où il y a une cohérence sociale, une cohérence historique, une cohérence économique, et c'est clair que le Morvan, qui est là où je vis, une région sur du granit, qui est pauvre, qui ne peut pas développer d'agriculture, qui peut juste faire de l'élevage et de la sylviculture, et encore, c'est pas du tout la même problématique que la Côte d'Or à côté, où depuis des générations et des générations, on génère un pognon pas possible avec des vins sublimes. Ça pousse pas la vigne dans le monde. Donc c'est pas la même problématique, on parle pas de la même chose, tu vois. Mais alors, si j'essaye de remettre ça dans le contexte de l'entreprise, cette intention, cette vocation, ce projet, cette finalité, moi je trouve que c'est plus simple. Là, pour un chef d'entreprise, d'une petite entreprise, puisqu'on a dit que finalement, on essayait d'avoir des cellules humainement, je dirais, cohérentes, le truc de base, moi j'aime bien dire, c'est la survie de la cellule. Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour être encore là demain? Pour moi, c'est la vision simple, concrète d'un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble pour être encore là demain? Moi, c'est ce que je dis. Si vous n'avez pas trop d'idées sur votre vision, et moi, je suis le premier à avoir du mal avec cette notion de vision parce que je la trouve dangereuse, parfois elle nous empêche de nous adapter à la réalité, c'est dire un truc de base déjà, c'est qu'on veut être là demain, et du coup, il y a un tas de choses qui découlent de ça au niveau de l'endettement de l'entreprise, au niveau du court terme versus le long terme, au niveau des talents, etc., etc. Déjà, je veux être là demain. Comment je fais pour être là demain encore? C'est une vision, c'est super peut-être pauvre quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est très riche finalement en discussion, et comment on fait pour être là demain, etc., etc. Écoute, Frédéric, c'est extrêmement riche pour la bonne et simple raison, c'est que c'est la première finalité du vivant. C'est sûr. Exactement. Tout système humain, son premier objectif, c'est de survivre, et le deuxième, c'est de... Mais pas survivre n'importe comment. Bien sûr, et de s'accomplir. Voilà. Alors là, survivre et s'accomplir. Et donc, moi, quand je parle de projet d'entreprise, ça veut dire quoi pour moi l'accomplissement de l'entreprise? Qui est la condition sine qua non de sa pérennité. Mais je fais quoi? Ça veut dire quoi s'épanouir? Et il est clair que pour moi, pour mon voisin, pour celui qui habite un peu plus loin là-bas, on n'a pas les mêmes vocations de vie, on n'a pas les mêmes tensions dans les tripes par rapport à ce que c'est que waouh, que je suis heureux là, qu'est-ce que ça va bien, c'est pas la même chose. Donc autrement dit, je dois clarifier et être le plus lucide possible sur ce qu'est ma vocation. Moi, j'aime bien le mot vocation, ce qui m'appelle au fond de moi. Ou une autre manière de le formuler, on l'a dit tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est au service de quoi je vais mettre mon existence. Est-ce que je vais faire comme beaucoup de nos contemporains, mettre mon existence au service de mon nombril? Ça va pas loin. Hein. Non. Donc, il y a peut-être des choses plus exaltantes, plus nobles, plus enrichissantes à faire. Et la réponse, elle est oui, bien sûr, ça existe, mais quoi? C'est quoi pour toi?
Et moi, je crois que c'est une question que tous les patrons d'entreprise, tous les managers doivent se poser comme question. Ça sert à quoi ce que je fais? Je le fais au service de quoi? Et puis après, tu peux discuter, est-ce que j'ai les talents pour le faire bien? Est-ce que j'ai les moyens, les outils? Après, tout s'aligne. Mais bien sûr, tout s'aligne. Hein, mais il faut clarifier. Mais c'est une question difficile. Hein. C'est une question très difficile. Et là, tu vois, si tu me permets une insiste sur ce point, c'est que je pense que là, on frise un autre domaine que le management, que l'économie, que la science. On frise un autre domaine qui s'appelle la spiritualité, qui s'appelle la philosophie. Parce que qu'est-ce que c'est la spiritualité, sinon les démarches qui visent à donner du sens et de la valeur à ton existence. Quand les choses sont claires en termes spirituels, et je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de religion, tout ça, on est bien clair. Hein. Une entreprise aujourd'hui qui recrute quelqu'un de la génération Z, et tu le sais mieux que quiconque, le gars de la génération Z, la première chose qu'il va te dire, oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu as à m'offrir comme sens? C'est quoi le sens de ce bordel? À quoi ça sert? Et puis, quand tu réponds bien, le gars, il dit, ah, ok, c'est bon, je pars avec. Tu peux le pourquoi. Pourquoi, en deux mots, pourquoi. Et moi, je crois que là, on touche à la philo, la raison d'être. Hein, c'est vraiment quelque chose qui c'est le fondamental, c'est ce que tu disais au début, c'est le fondamental, c'est ce qui préexiste avant tout le reste, en fait, finalement. On est d'accord. Voilà. Qu'est-ce que je veux encore dire? Oui, alors peut-être on arrive effectivement à la fin. Est-ce que assez vite on pourrait se poser deux questions? La première, c'est quoi les pionniers de la construction du nouveau paradigme? C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui qui voudrait se projeter dans ce nouveau paradigme, ce serait quoi les choses, c'est quoi, ça pourrait être quoi son état d'esprit? Et puis après, peut-être dire un petit peu, et on va peut-être dire des choses qu'on a déjà dites, mais c'est peut-être pas mal de le récapituler, dans notre quotidien, comment on peut justement se préparer à ce nouveau paradigme? Alors, qu'est-ce que le chef d'entreprise ou le dirigeant doit avoir en tête et comment il va aborder positivement le changement de paradigme, de toute façon se fera avec ou sans lui, oui. C'est qu'il doit avoir de l'audace et du courage. Il doit être quelqu'un qui est un entrepreneur, quelqu'un qui, sans être téméraire, doit être capable d'être audacieux. C'est quelqu'un qui doit comprendre la notion d'autonomie et d'interdépendance dont on a parlé tout à l'heure. Hein, la notion de talent, la notion de virtuosité. Toutes ces notions-là sont cruciales. Et la notion de frugalité, parce que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, des ressources, il y en aura de moins en moins. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver là-dessus. Voilà. En même temps, je pense que la réponse... Enfin, je pense que si tu es suffisamment attentif à la virtuosité, à la flexibilité, tout ce que tu viens d'évoquer, la frugalité va de soi. Puisqu'en fait, c'est le meilleur moyen de créer de la valeur en détruisant un minimum de valeur. On est parfaitement d'accord. Ouais. Entre autres, hein, moi je pense, et là je suis sur des notions qui ne sont pas quantitatives, le management à la pression détruit de la valeur. C'est-à-dire que vous allez obtenir des résultats à court terme en pressurisant les personnes, en les obligeant, en les contraignant, mais ça aura des conséquences à long terme. Alors que si vous êtes dans un management justement participatif où vous jouez sur la virtuosité des talents, etc., vous créez de la valeur sans en détruire. Au contraire, c'est le cercle vertueux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je signe. OK. Donc, super. Et alors, quant à la deuxième question, je pense que le grand moteur de la construction du nouveau paradigme, c'est la recherche, et tu l'as dit, et je l'ai dit, mais revenons-y, c'est la notion d'accomplissement. L'accomplissement de soi et de l'autour de soi. L'accomplissement de soi tout seul, la diva dont tu parlais tout à l'heure, est parfaitement exécrable. Quant à l'altruisme absolu, c'est une autre manière d'être une diva. C'est ce que disait Sophia quand elle parlait de Calcutta. Calcutta.
Et donc, moi, ce que je crois, c'est que il faut avoir les deux. C'est l'accomplissement de soi et l'autour de soi. Et là, je fais une petite incise et on termine là-dessus. Hein, je sais bien que le temps est compté. Une petite incise en parlant de Spinoza. Hein, Spinoza, qui est cher à mon cœur pour les raisons familiales que j'ai évoquées, mais qui est aussi pour moi, avec Nietzsche, le philosophe qui m'a le plus appris. Et Spinoza faisait une différence fondamentale entre la joie, le bonheur et le plaisir. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête, dans la mesure où le plaisir se prend. Et c'est un esclavage, le plaisir, parce que plus on prend du plaisir, plus on veut qu'il soit fréquent et qu'il soit intense. Et finalement, toute ta vie devient une espèce de servitude volontaire au service du plaisir, qui est par définition infini, donc inaccessible. La notion de bonheur est très, très différente. On oublie toujours qu'en français, le mot bonheur vient de l'ancien français, avoir du bonheur ou avoir du mauvaise heure pour le malheur. Et heure, c'est H-E-U-R. C'est pas une heure d'horloge, c'est un heure. Comme je dis, Monsieur Cédric, j'ai l'heure de vous connaître. Ça veut dire que j'ai la chance de vous connaître. Et avoir du bonheur ou avoir du malheur, c'est avoir de la bonne chance ou de la mauvaise chance. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi aller à la rencontre de la chance, on peut favoriser la chance, mais elle vient de l'extérieur et tu n'en es jamais maître. Et ce que Spinoza dit, et pour moi, c'est un des moteurs fondamentaux du nouveau paradigme, dans l'idée d'autonomie, dans l'idée d'interdépendance, dans l'idée de virtuosité, tout ce qu'on a dit avant, c'est que il faut viser la joie, parce que la joie, tu en es maître. Tu es maître de ta joie de vivre. Tu te lèves le matin et tu dis, c'est ce que je fais moi, je te promets. Le matin, je me lève, je sors la chienne, je vais la nourrir. La première chose que je fais, c'est que je regarde le ciel et je dis merci. Non pas parce que j'y vois un Dieu, parce que j'y vois le monde. Et je dis merci. Et ben, moi, je suis bon pour toute la journée. La reconnaissance dans la vie. Hein? Et donc, moi, je dis, la joie de vivre, c'est vraiment la joie. C'est le signe de l'accomplissement. C'est ce que montre Spinoza. Spinoza dit la joie, c'est très exactement ce que l'on ressent quand on est sur le chemin de l'accomplissement de soi et de l'autour de soi. Hein, et donc, ben, ça, je pense que ça va être le nœud du succès des personnes, du succès des entreprises, du succès des communautés, du succès des continents, que sais-je. Voilà. C'est drôle parce que la joie, c'est quand j'ai interviewé Charles Pépin. Tu sais il sait, lui. Voilà, il en a parlé aussi, ça me parle beaucoup. Et voilà, pour conclure, ce que je voulais te dire, d'abord, je voulais te remercier parce que de la joie, j'en ai ressenti en lisant ton livre, alors que pourtant, il aborde des sujets qui ne sont pas forcément simples. Et j'en ai eu à nouveau au cours de notre partage parce que je trouve que ça recentre bien les choses sur le rôle d'un chef d'entreprise et d'un manager. On a vraiment un rôle à jouer. Et je pense que voilà, la joie, elle s'expérimente à travers ça. C'est je suis dans mon rôle. Ça y est, je suis en train de faire quelque chose qui m'épanouit parce que c'est au service, parce qu'il y a une utilité derrière, etc., etc. Je te remercie infiniment, Marc. Et puis, je te souhaite un grand succès avec ton nouveau livre que, évidemment, je vais lire. Et puis, probablement qu'on pourra se revoir pour en parler. En tout cas, je te remercie pour cet entretien extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Vous pouvez évidemment réagir sur le forum ou en m'envoyant des mails. Je transmettrai évidemment à Marc. Merci à toi, Cédric. J'ai passé un moment tout à fait délicieux. Pareil, à très bientôt. En tout cas, je te retrouverai en lisant ton bouquin. Ciao. Au revoir. Voilà, j'espère que cette conversation passionnante t'a plu à toi aussi. J'espère que ça t'a permis de mieux comprendre le sentiment de chaos et de lassitude qu'on ressent tous quelquefois. Et ce que je voudrais te dire, c'est que ce qui se passe dans le monde impacte forcément aussi nos vies d'entrepreneurs et de managers. Ça va plus loin, parce que ça affecte aussi le comportement de nos collaborateurs, ça affecte nos performances, notre turnover, l'ambiance de travail et les valeurs futures de nos entreprises. C'est pour ça que j'ai créé un guide en 8 mails que tu vas pouvoir découvrir en cliquant sur le lien en descriptif de ce podcast. Dans cette suite de 8 mails, je te donne les 3 nouveaux modèles mentaux que tu dois suivre pour t'adapter à cette nouvelle donne, et je te donne aussi les 3 shifts que doit faire ta pratique du management. Il suffit de cliquer dans le lien juste en dessous et tu recevras le premier mail, comment devenir
immortelle. Je te dis à très bientôt, en tout cas dans les mails.